Nous devons opérer une rupture historique avec les constitutions de façade. Aujourd'hui, et pour être en phase avec les réalités de notre pays, nous avons besoin des institutions fortes, résilientes et capables de préserver la Guinée des dérives politiques, ethniques et religieuses, et d'offrir aux Guinéens le développement tant rêvé. Ne commettons plus l'erreur congénitale du passé en faisant une constitution qui ne soit pas trop contraignante ni détaillée et qui se limite simplement à des belles déclarations de principes de démocratie, d'état de droit, d'équilibre des pouvoirs, de liberté, mais laisse un vide immense aux acteurs politiques et parfois militaires pour tordre le cou à ces mêmes principes. Lorsque nous avons été devant le CNT, nous avons commencé par faire un certain nombre d'observations. On aime dire dans notre pays que nous avons les plus beaux textes et que la seule chose qui manque, c'est leur application correcte. J'ai dit oui, nous avons quelques textes qui sont beaux, qui sont bien. Mais quant au texte fondamental, la Constitution, il y a beaucoup de faiblesses. C'est pourquoi, avant même cette période transitoire, la CPR qui est aujourd'hui devant vous avait déjà un programme de réforme constitutionnelle dans notre pays advenant notre arrivée au pouvoir. Et nous profitons de cette occasion pour partager cette vision avec le reste de la Guinée pour que ce tournant que nous sommes en train de prendre, n'est-ce pas, nous le prenions correctement. Parmi les choses qu'on a fait observer, n'est-ce pas, aux conseillers du CNT, lorsque vous écrivez une constitution, vous l'écrivez pour un peuple. Il s'agit bien du peuple de Guinée. Et on dit souvent, c'est le peuple le contributeur, le contribuable. C'est le peuple qui paye la note. Ce peuple-là, c'est qui dans le contexte guinéen? C'est pourquoi il ne faut pas aujourd'hui, à travers la Constitution, nous créer des pouvoirs, des institutions, des échelons de pouvoir que le peuple de Guinée ne peut pas payer. Parce que c'est effectivement parce que le peuple de Guinée n'a pas toujours été capable de payer les institutions qu'on nous crée à travers ces constitutions de façade que nous sommes amenés à bazarder aujourd'hui ce que nous avons comme atout principal pour notre pays. Les ressources minières. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Mais depuis, nous sommes en train de bazarder. La bauxite n'est pas une richesse renouvelable. Ce n'est pas comme le soleil. L'or, la même chose. Le diamant, la même chose. Le fer, la même chose. Si nous avons pris la première tonne, c'est qu'un jour, nous prendrons la dernière tonne. Ce jour-là, que deviendront les enfants de Guinée? Ceux qui seront en vie. C'est vrai, parmi ceux qui sont là, les leaders politiques qui sont là, peut-être nous ne serons plus en vie. Le jour qu'on prendra la dernière tonne de bauxite, la dernière tonne de fer, le dernier carat de diamant, le dernier gramme d'or. Mais il y aura encore des Guinéens qui seront là. Comment ces Guinéens-là vont vivre? Pour que nous exploitions nos richesses de façon profitable. La transformation sur place, une condition. Et la deuxième condition, que l'argent qui va être utilisé pour exploiter les richesses soit l'investissement, en majorité l'investissement des Guinéens eux-mêmes. Mais pour que les Guinéens eux-mêmes investissent, faut-il d'abord que nous créions des conditions pour que ce Guinéen-là soit même capable de financer les institutions qu'on lui crée à travers, n'est-ce pas,
à travers la Constitution. Ce que nous avons fait savoir au CNT, c'est qu'en écrivant la prochaine Constitution, qu'on est présent à l'esprit que nous sommes déjà un État mendiant depuis longtemps. Pourquoi on est mendiant? Parce que même pour organiser des élections de quartier, nous tendons les mains pendant au moins 1 an. Il s'agit du peuple de Guinée qui n'est pas encore capable de contribuer pour soutenir les institutions qu'on est en train de créer. Et il faut donc faire très attention aux institutions qu'on va créer. C'est pourquoi, parmi les propositions phares que nous avons faites, nous avons considéré que la CPR, nous restons adeptes, n'est-ce pas, des principes d'unicité de ce pays. L'unité nationale nous est chère. L'intégrité de ce territoire, c'est important. La souveraineté de notre État, c'est important. Je sais que dans le débat, beaucoup sont en train de vendre l'idée de passer d'un État unitaire à un État composite. C'est beau. Mais quand on parle de la Guinée, c'est d'abord 245 857 km². Et nous sommes à peine 13 millions d'âmes. Un État composite, c'est une multiplicité de gouvernements. C'est-à-dire, on va créer des États à l'intérieur. Donc, le pouvoir doit aller à la base et avec le pouvoir, envoyer toutes les ressources dont on a besoin. C'est-à-dire les ressources matérielles, les ressources humaines, les ressources financières. Mais faire aussi en sorte que le pouvoir central de ce pays soit diminué au strict minimum. On vous dira, quand je parlerai tout à l'heure du cas de l'exécutif par exemple, comment nous pensons que cela devait être fait. Donc, ceci est un principe directeur fondamental quand nous pensons à la nouvelle Constitution. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il faut diminuer le nombre d'institutions républicaines qu'on crée. Vous vous rappelez de la Constitution de 2010? Nous nous sommes battus pour elle. Il y a certains de nos compatriotes qui ont perdu la vie pour elle. Mais il faut aussi reconnaître que dans cette Constitution, il y avait beaucoup de faiblesses. Je vais vous en donner un seul exemple. Peut-être M. Keïta reviendra en détail là-dessus. Lorsque Lansana Conté mourait en 2008, paix à son âme, il y avait une constitution en place. Au niveau de la hiérarchie supérieure du pouvoir judiciaire, il y avait une cour suprême. À l'intérieur de cette cour, il y avait des chambres qu'on appelait chambres constitutionnelles, chambres administratives, chambres économiques. L'innovation qu'on a faite en 2010, c'est de sortir ces chambres à l'intérieur de la Cour suprême pour en faire des institutions à part entière. Sans même en ce moment se poser la question, est-ce que l'État guinéen avait des bureaux pour abriter ces institutions? Aujourd'hui, comptons. Et avec moi, vous connaissez mieux que moi. Le Conseil économique, social et environnemental, il est logé où? La médiation de la République est logée où? Le Conseil, la Commission électorale nationale indépendante, logée où? La Cour constitutionnelle, logée où? La Cour des comptes, logée où? Il faut qu'on ait l'honnêteté de reconnaître que toutes ces institutions sont aujourd'hui dans des édifices privés et coûtent les yeux de la tête aux contribuables guinéens dont plus de la moitié ne peut pas payer. C'est pourquoi nous avons pensé que du président de la République, l'Assemblée nationale, on devait diminuer le nombre
n'est-ce pas, d'institutions républicaines, et celles pour lesquelles nous avons opté, à part le gouvernement, le président de la République, l'Assemblée nationale, la Cour suprême, n'est-ce pas, on doit remettre les cours constitutionnels, Cour des comptes et autres dans la Cour suprême et limiter le nombre, n'est-ce pas, de juges sur la Cour suprême. Il faut doter cela de moyens pour fonctionner. Mais ce n'est pas en ayant une Cour constitutionnelle de 30 membres, 40 membres, que nous allons avoir la justice. Non, pas du tout. Il y a des pays qui ont une économie qui fait le quart de l'économie mondiale, qui n'ont que 7 juges sur la Cour suprême. 9. Donc, nous avons aussi une autre institution à laquelle nous avons pensé, parce que nous avons pensé en supprimer d'autres, c'est la haute autorité de contrôle des institutions. C'est une nouvelle institution républicaine que nous créons, le Conseil national des collectivités, une institution, le Conseil économique, social et environnemental, une institution, et nous avons pensé, même si ça peut peut-être heurter un peu nos amis de la presse, nous avons pensé que la HAC devait avoir une autre dénomination. Ça devait être un organe de veille, mais pas comme une institution républicaine. C'est aussi la même chose que nous pensons du Haut Commissariat, n'est-ce pas, des droits de l'homme comme institution. Nous pensons que ça peut être à l'intérieur du ministère de la Justice et des droits de l'homme comme un organe de veille. On peut imaginer, n'est-ce pas, sa composition. Donc il faut inscrire dans notre Constitution que toute atteinte à certains symboles de cet État, c'est-à-dire que ce soit le drapeau, les sceaux, l'hymne et autres, soit passible d'une sanction, d'une condamnation. Nous avons pensé à un modèle. On a opté pour l'État unitaire, donc pas un État composite. Vous n'entendrez pas donc la CPR dire nous voulons que nous ayons un gouvernement fédéral en Guinée, des gouvernements d'État. C'est un État unitaire pour lequel nous nous prononçons avec un régime politique présidentiel, mais pas présidentialiste. Celui que nous avons actuellement, il est présidentialiste. C'est-à-dire que le président de la République a tellement de pouvoir qu'on peut même mettre les pouvoirs du président guinéen au-dessus des pouvoirs qui sont concédés à un roi. Et comment on va le faire? On a d'abord trouvé que l'instabilité que nous connaissons, en 30 ans, il y a eu 3 coups d'État dans notre pays. Lorsque le président Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, est décédé le 26 mars 1984, à peine il a été enterré, le 3 avril, l'armée a pris le pouvoir pour redresser la Guinée. C'était le comité militaire de redressement national. 24 ans après, la Guinée a-t-elle été redressée? Faisons des comparaisons, je crois que c'est une question de point de vue ou de positionnement politique des gens. À peine le général Lansana Conté, décédé en 2008, paix à son âme, qu'un autre groupe de militaires a pris le pouvoir. Cette fois-ci, on nous a promis la démocratie et le développement. Nous avons connu une situation de non-contrôle du processus par les Guinéens. On sait la conséquence. La communauté internationale nous a poussé à avoir un président et tout de suite. Construction des institutions, ça c'est secondaire. Les élections à la base, c'est secondaire. Dès que vous allez avoir le président, il sera un enfant de cœur, il fera le reste. On se rappelle que pour avoir les élections législatives après l'élection du professeur Alpha Condé, nous avons compté des dizaines de morts lors des manifestations.
Cette fois, il ne faut pas faire l'erreur. Et donc, du vivant du général, du professeur Alpha Condé, un autre coup d'État est intervenu. Mais on va se poser la question, dans les deux premiers cas, c'est quand il y a eu vide du pouvoir, c'est-à-dire quand le président est mort. C'est parce qu'il a existé un flou dans les constitutions qu'on a tant apprécié. On dit, en cas de vacance de pouvoir, le président de l'Assemblée assure l'intérim et organise les élections 90 jours après. Mais nous savons que nous sommes des mortels, vous et moi. Et donc le président, quel que soit l'amour qu'on peut avoir pour un président qu'on va élire en Guinée, il est aussi mortel. Ça veut dire que Dieu seul sait le jour qu'il va l'appeler. À supposer que notre président fasse l'investiture, c'est-à-dire soit investi un 1er janvier et le 15 janvier il meurt. 90 jours après, il faut faire des élections. Et si celui qu'on va avoir 90 jours après meurt un mois après, en un an, on peut donc aller jusqu'à organiser 3 élections présidentielles par an. C'est pourquoi on a dit, simplifions les choses, créons une stabilité pour notre pays. Faisons en sorte que le président guinéen soit élu avec un vice-président capable d'assumer les pleins pouvoirs. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas à dire assurer l'intérim. Si le président n'est plus là, le vice-président assume les pleins pouvoirs. Et le lendemain, la Guinée continue de marcher. Pour qu'on ait, si on a des élections présidentielles tous les 5 ans, qu'on ait des élections présidentielles seulement tous les 5 ans. Mais la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui ne nous garantit pas qu'on puisse avoir des élections tous les 5 ans. Parce qu'il suffit que le président décède, eh bien, dans les 90 jours, il faut avoir un nouveau président, parce que celui qui est le dauphin constitutionnel, il n'est là que comme intérimaire. Donc nous avons dit, il faut qu'il y ait un vice-président. Et ce sont les raisons. Et donc, ayant le vice-président, on n'a pas besoin de premier ministre dans notre pays. Chez nous, non seulement on donne comme pouvoir discrétionnaire au président de nous dire quelle est la taille du gouvernement. Nos gouvernements aussi toujours entre 35, 36, 37 ministres. Et le professeur avait créé une autre innovation, un gouvernement bis, c'est-à-dire les conseillers avec rang de ministre, avec voiture de fonction VA, avec des carburants qui devaient être donnés. Et cela a empêché effectivement que nos jeunes nièces qui devaient se rendre dans un centre, n'est-ce pas, d'examen, ne puissent faire leur examen chez eux, chez elles. Ils ont perdu la vie. Il y a beaucoup d'écoles qui auraient pu être construites avec cet argent-là. C'est pourquoi la CPR prône une structure préétablie qui soit consacrée par une loi organique de 19 membres. On n'a pas besoin de 30 ministres en Guinée, de 40 ministres en Guinée. On n'en a pas besoin. Donc, ce n'est pas parce que on a un gouvernement étalé avec 40 membres qu'on fait le travail du peuple. L'efficacité veut qu'avec moins de ressources, on fasse beaucoup. C'est pourquoi 19. Et pour arrêter le pouvoir trop débordant du président, nous avons dit qu'il faut distinguer les fonctions à caractère politique des fonctions à caractère technique. Un directeur préfectoral de l'éducation, un directeur préfectoral de la santé, un directeur préfectoral de l'urbanisme, c'est un poste technique. On peut donc demander à tous ceux qui sont spécialistes de l'éducation, spécialistes de l'urbanisme, spécialistes de la santé, de faire leur CV, aller se faire recruter. Au lieu de nommer tout par décret. Et les quelques fonctions qui ont une connotation politique, qui vont être nommées par le président de la République,
Le président ne va plus simplement sortir un décret et le lendemain, la personne court pour faire la passation de service et le lendemain, le coutou-coutou a commencé. Nous avons prévu que tous ceux qui seront désormais nommés par le président de la République, qu'ils soient ministres, qu'ils soient présidents d'une institution républicaine ou membres d'une institution républicaine, que ces gens-là passent devant la représentation du peuple. Ce sont les représentants du peuple qui vont s'assurer que ces personnes, ces femmes et ces hommes ont la compétence, ont l'expérience, ont l'intégrité. Cela va nous permettre de compresser le pouvoir trop débordant pour ramener le président de la République à sa juste proportion. On n'a plus besoin de voir les Guinéens mentir au nom du président, voler au nom du président, tuer au nom du président. Il faut que ce soit un président qui a des pouvoirs limités et qui sache que s'il va au-delà des limites que le pouvoir, que la Constitution lui confère, il s'expose à une poursuite. Ceci est extrêmement important. Et nous disons ceci, si 35 ans, c'est le minimum pour être candidat, borne supérieure pour être candidat à la présidentielle, nous pensons que c'est inutile. C'est pour créer... En fait, je vois cela un peu comme ce qui se passe actuellement au Sénégal, où on accuse Sonko on l'inculpe pour viol et pour menace de mort. Il est acquitté de ces deux, et puis on trouve un concept que j'ai entendu pour la première fois, la corruption de la jeunesse. Il faut qu'on sorte de ces combines, parce qu'on met en danger nos pays. Je ne veux pas qu'un Guinéen soit barré d'être candidat au présidentiel en Guinée parce qu'il est vieux. Je veux que quelqu'un soit barré d'être candidat parce qu'il est malade. Il n'est pas sain d'esprit et de corps, mais pas parce qu'il est vieux. La vieillesse ne doit pas être culpabilisée dans notre pays, parce que rien ne démontre que les jeunes sont plus vertueux, sont plus compétents que les vieux dans notre pays.